travailler en laboratoire NSB3, il faut suivre la réglementation imposée par les décrets et arrêtés ministériels en vigueur. Les inspecteurs de la NSM peuvent à tout moment contrôler que cette réglementation est scrupuleusement respectée. Cette réglementation est là pour assurer la sécurité des personnes, garantir la maîtrise des agents pathogènes et conserver le matériel et les technologies utilisées. Dans cet épisode, nous vous proposons de découvrir, grâce à Nathalie Wurtz, la responsable de la logistique au sein du laboratoire NSB3 de l'IHU Méditerranée Infection, quelles sont ces règles et comment elles sont appliquées au quotidien par les professionnels et les étudiants qui travaillent dans le laboratoire. Commençons par une question technique, à savoir pourquoi et comment confiner un laboratoire de plus de 1000 m². Un laboratoire NSB3 ou P3, c'est une enceinte qui est close, confinée, et dans laquelle on va manipuler des agents biologiques pathogènes qui peuvent aller jusqu'à la classe 3. Dans un P3, on a systématiquement des SAS. Donc en général, on a 2 SAS. Donc un premier SAS qui est en surpression. Et dans ce SAS-là, on va mettre ses affaires personnelles. On ne manipule pas d'agents biologiques, on n'a pas d'agents biologiques présents. Et ensuite, dans un second SAS, qui là va être en dépression, on va s'équiper pour rentrer à l'intérieur du P3. En fait, dans un P3, on a ce qu'on appelle une cascade de dépression. Dans le premier SAS, donc, on a une dépression qui est faible aux alentours de moins 10 pascal. Ensuite, quand on va rentrer dans le P3 à proprement parler, on va être à moins 30 pascal. Et dans les zones d'expérimentation, on est encore à des dépressions plus faibles, à moins 50 pascal. Ça va permettre que l'air reste à l'intérieur des zones à risque. Donc justement pour éviter que les agents biologiques sortent du laboratoire P3. Ces SAS ont une particularité, ils sont interloqués. Donc interloqués, ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir les 2 portes simultanément. Lorsqu'on ouvre une porte, la seconde est forcément bloquée pour éviter justement d'avoir l'air qui sorte à l'extérieur. Dans un P3, on va aussi avoir une centrale de traitement d'air. Donc, on appelle ça une CTA. Donc, une centrale de traitement d'air, c'est un système qui permet de filtrer l'air. Donc, de filtrer l'air qui va entrer dans le laboratoire et de filtrer l'air qui va en sortir. Ici, on se situe au 4e étage de l'IHU, au niveau des centrales de traitement d'air. Et là, en particulier, les centrales de traitement d'air du laboratoire NSB3. Donc, on va avancer un petit peu. Donc, en fait, le laboratoire NSB3, son système d'aération, il fonctionne avec 3 centrales de traitement d'air, les centrales de soufflage. Donc c'est ces espèces de gros blocs qu'on peut voir ici. Et chaque centrale en fait fonctionne à 33%, sachant que 2 centrales peuvent tomber en panne. Celle qui reste peut prendre en charge la ventilation du laboratoire. Et donc c'est dans ces gros caissons qu'on va avoir tous les filtres absolus et les autres filtres anti-poussière, etc., qui vont permettre de filtrer l'air qui va rentrer à l'intérieur du P3. Ok. Et quels autres moyens de protection avez-vous lorsque vous manipulez des agents hautement pathogènes à l'intérieur du P3 ? Dans un P3, on a aussi en place des équipements de protection individuelle. Ça consiste en général à une combinaison complète avec surbottes et cagoule intégrée, une paire de gants et un masque de protection respiratoire de type FFP3. On a aussi des modes de travail et on travaille systématiquement sous poste de sécurité microbiologique, donc PSM. C'est là qu'on va manipuler les agents biologiques et on a aussi certaines procédures de travail, donc ça c'est des choses qu'on apprend lors de la formation P3, notamment par exemple pour utiliser une centrifugeuse, on va charger et décharger les rotors sous ces postes de sécurité microbiologique. Ensuite on a également des méthodes de travail puisqu'on a des procédures de décontamination et d'inactivation qui sont mises en place pour chaque agent biologique qui va être différente en fonction de l'agent sur lequel on va travailler. Et donc ça, c'est pareil, c'est des méthodes qu'on va apprendre lors de la formation NSB3. Ah, la formation. Découvrons justement en quoi elle consiste grâce à Muriel Militello, qui est responsable de ces différents programmes. Je m'appelle Muriel Militello, je travaille avec Nathalie Wurtz, qui est la responsable du P3. Je suis en charge des formations, principalement des formations au niveau du P3, pour ce qui concerne la manipulation et un risque de niveau de sécurité biologique de niveau 3. Et toutes les formations aussi qui tournent autour de manipulation de certains types de micro-organismes qu'on appelle des MOT, pour micro-organismes et toxines hautement pathogènes, et la formation principalement des techniciens de laboratoire qui sont amenés à manipuler et à travailler sur ces micro-organismes en cas de crise en maladie infectieuse. Les formations P3 sont une base pour les manipuler au P3 sur ces micro-organismes de classe 3.
Et cette formation se scinde en 2 parties, une formation théorique qui dure environ 3 heures et une formation pratique qui va être beaucoup plus sur la visualisation de la structure, les alarmes, du concret et après le suivi des manipulations et plus spécifiquement en fonction des manipulations que les différentes personnes vont avoir à faire. Il faut savoir que depuis que je fais ces formations, depuis la création de l'IHU, j'ai formé en gros presque 200 personnes au P3. Voilà, donc depuis 2017. Et ceci étant, pour pouvoir manipuler dans un P3, il y a des formations qui sont obligatoires, qui sont des formations hygiène et sécurité, qui ne sont pas validées par moi. Et ensuite la formation de base, qui est la formation P2, bonne pratique de laboratoire, parce qu'avant de travailler au niveau des micro-organismes de classe 3, on va d'abord manipuler sur des micro-organismes de classe 2. Mais en dehors de la formation, quel autre moyen existe-t-il pour assurer la sécurité du personnel? On a aussi une surveillance médicale renforcée pour les personnels qui vont travailler en P3. Donc la surveillance médicale renforcée, c'est donc une surveillance qui est faite une fois par an. Et évidemment, à l'embauche aussi, lorsqu'on arrive, on doit faire donc une visite médicale où le médecin du travail en fait va déjà évaluer la capacité de la personne à entrer dans le P3. Parce qu'il faut savoir quand même que dans le P3, donc c'est un environnement qui est clos, qui est bruyant, et on a des équipements de protection individuelle de haut en bas. Donc ça peut être assez difficile et assez lourd pour la personne qui va travailler dans le P3 parce qu'elle y reste quand même toute la journée. Il y a une évaluation à faire avant d'entrer dans le P3, donc une évaluation psychologique. On va également avoir un suivi sérologique, c'est-à-dire qu'avant d'entrer dans le P3, donc on fait une prise de sang et on vérifie en fait les sérologies de la personne. Et une fois par an, on refait une prise de sang pour vérifier que les sérologies sont toujours les mêmes et qu'elle ne s'est pas contaminée dans le laboratoire. Il est important de noter qu'en raison de l'ensemble des précautions prises dans un laboratoire NSB3, qu'il s'agisse des EPI, des mesures générales de protection et de formation, les cas de contamination du personnel sont fort heureusement rarissimes. Le médecin du travail va également proposer la vaccination. Par exemple, pour la fièvre jaune, si on manipule sur la fièvre jaune, il faut savoir qu'il existe un vaccin contre la fièvre jaune et donc du coup la médecine du travail va vacciner les personnels qui vont être amenés à manipuler ce virus par exemple. Mais au fait, peut-il y avoir des risques d'utilisation malveillante ou de détournement au P3 ? Au P3, évidemment, il y a des risques d'utilisation malveillante ou de détournement. Donc, c'est ce qu'on appelle la sûreté biologique. En fait, dans le P3, on va mettre en place un tas de procédures justement qui vont éviter ou empêcher ces utilisations malveillantes ou le détournement. Donc, par exemple, on va avoir un contrôle des accès. Donc, qui est assez important. Donc, on a 2 contrôles d'accès qui sont installés au P3. Donc, le premier contrôle d'accès, c'est un contrôle d'accès biométrique qui fonctionne avec le réseau veineux du doigt. Et donc, cet accès, il est donné aux personnels qui vont rentrer dans le P3 uniquement après avoir fait la formation P3. Le premier accès contrôlé, il permet également de contrôler les horaires de travail, les horaires d'entrée, parce qu'en fait, au P3, les horaires sont limités. C'est de 8h à 17h. Qu'on peut entrer au P3. Si on doit entrer en dehors de ces zones d'horaire, on doit faire une demande au responsable, donc à moi. Et ensuite, le deuxième contrôle d'accès, il est fait au niveau des modules. Donc là, on arrive au P3, mais en gros, on est à l'extérieur du laboratoire P3. Donc vous voyez, c'est très très grand. Donc le P3 fait 1500 m². C'est un des plus grands P3 d'Europe. Alors il est composé de 5 modules. Donc à l'avant, donc module 1, 2, 3 et 4. Et à l'arrière, on a la zone commune. Donc on va aller devant le module 2. Donc ici, devant le module 2, on a le petit panneau risque biologique qui est obligatoire à partir du niveau 2. Et puis là, on a tout d'abord le tableau des dépressions. Donc il faut vérifier les pressions avant d'entrer dans le laboratoire. Donc un exemple, donc ici, vous voyez que donc, dans le labo 2.3, on est aux alentours de moins 50, moins 60 pascal. Et donc, avec les niveaux plus et moins autorisés. Donc, une fois qu'on a vérifié les pressions, on peut accéder au module 2 et on a ici donc le second contrôle d'accès qui est un contrôle d'accès à carte. Donc, pour avoir accès au module 2, il faut que ça ait été paramétré sur la carte.
Donc le P3 il est composé de 5 modules. Donc on a un module où on va avoir une zone particulière qu'on appelle la zone MOT, donc micro-organismes et toxines hautement pathogènes. Dans cette zone, en fait, on a un contrôle d'accès supplémentaire en entrée et en sortie, parce que c'est dans cette zone-là qu'on va avoir les agents biologiques les plus dangereux et qui nécessitent, en fait, pour pouvoir détenir ces micro-organismes, on a besoin d'avoir une autorisation qui est délivrée par la NSM. Donc c'est une zone qui est très contrôlée et qui est sous vidéosurveillance permanente. Donc ici dans la zone MOT, on va avoir donc un PSM de type 3. Donc c'est un PSM du coup qui est complètement étanche et on manipule à l'intérieur, donc avec ces fameux beurres en néoprène. Donc ensuite de l'autre côté, on va avoir les PSM de type 2 pour la manipulation classique. Alors du coup pour ressortir de la zone, là encore une fois on va badger donc au contrôle d'accès. Mais au fait, comment est-on sûr de ne sortir aucun organisme vivant du P3 ? Au P3, donc dès qu'on va faire une manip, on doit faire une analyse de risque. Donc chaque personne qui va rentrer dans le P3 doit remplir, il y a beaucoup de documents à remplir déjà, et notamment ce qu'on appelle une évaluation des risques. Donc la personne va nous dire qu'elle doit travailler sur tel agent pathogène, qu'elle doit faire telle manip, et qu'elle va inactiver de telle manière son agent biologique. Donc il y a une analyse de risque qui est faite systématiquement. Ensuite, quand on doit sortir un agent biologique du P3, on le sort toujours inactivé. Donc l'inactivation a au préalable été validée. Donc par exemple, quand on veut sortir un échantillon du P3 et qu'on veut l'inactiver à la chaleur, donc lorsqu'on l'inactive à la chaleur, on va utiliser un bain-marie pour inactiver ces échantillons, donc à une température donnée pendant une durée donnée. Donc un exemple, c'est 95 degrés pendant 30 minutes. Lorsqu'on va faire cette inactivation, on va faire un suivi avec une sonde de température qui est à l'intérieur du bain sec, qui va suivre la température, et on devra s'assurer sur notre logiciel qu'on a bien été à 95 degrés pendant les 30 minutes. Évidemment, lorsque la personne va faire ça, il faut que ce procédé ait été validé au préalable. Donc validé au préalable, c'est-à-dire qu'on a déjà fait cette expérience 3 fois avant, qu'à l'issue du temps et de la température donnée, on n'ait aucun agent biologique qui repousse. Et une fois qu'on a fait ces validations, ensuite, on considère que c'est OK. On peut utiliser cette méthode pour tel agent biologique. Donc après, si on travaille sur un autre agent biologique, il faudra évidemment revalider la méthode d'inactivation. Ensuite, il y a en place aussi des procédures. Il y a beaucoup de procédures qui sont mises en place à l'intérieur du P3 et des procédures de travail qui sont nombreuses. Et puis, ça passe aussi par l'entraînement des personnels, parce que des gens qui vont travailler tous les jours dans le P3, ils sont très entraînés, ils sont très à l'aise avec ce qu'ils font. Et puis il y a des gens qui ont d'autres activités, qui font pas du travail au P3, qui par exemple ne viennent plus pendant 6 mois, puis reviennent au P3. Et à ce moment-là, il va falloir les reformer parce qu'ils ont oublié les méthodes de manipulation. Et donc une fois que tout est en place, il n'y a plus grand-chose à faire alors ? Alors absolument pas, du coup. Tous les jours, en fait, on va avoir le contrôle des pressions, on va avoir le contrôle régulier des accès. Après, il faut savoir que très fréquemment, on a des nouveaux arrivants, donc plusieurs nouveaux arrivants par mois. Donc ça veut dire nouvelles formations, nouveaux contrôles d'accès, nouvelles autorisations. Donc ça nécessite aussi beaucoup de documents à compléter et à valider. Il y a la reformation des personnels qui travaillent déjà. Après, on fait des arrêts techniques aussi annuellement. Donc c'est la préparation de l'arrêt technique parce que le P3 il fait quand même 1500 mètres carrés, donc c'est très grand. Il y a beaucoup d'équipements à l'intérieur et donc on gère tous ces équipements. Donc ils tombent en panne, il faut les faire réparer. On va aussi participer à des projets de recherche en plus de ce travail, on va dire réglementaire. On passe des commandes, on fait des devis, on fait les décontaminations parce que souvent quand on doit faire contrôler du matériel, on doit le sortir du P3, donc ça veut dire qu'il faut le décontaminer pour pouvoir le sortir. Après, on fait des nouvelles mises au point parce qu'on va avoir des nouveaux micro-organismes, des nouveaux modes d'inactivation. Donc à chaque fois, on refait les essais. Et comme je le disais tout à l'heure, à chaque fois qu'on fait un nouvel essai, il faut le faire en triplicat. Donc ça demande déjà de la mise au point, puis ensuite faire les manips, ce qui peut être long. Et puis tout ce qui est dossier réglementaire aussi, parce qu'on interagit beaucoup avec la NSM pour rester en conformité en fait avec la réglementation et pour être toujours aux normes. Donc voilà, il y a quand même pas mal de travail.